I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season. We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'after sur RMC, sur BFM Sport jusqu'à minuit, comme tous les lundis, avec notre équipe traditionnelle. Daniel Riolo, salut Daniel. Bonsoir les amis. Pierre Ducrot, salut Pierre. Bonsoir à tous. On a un gros programme parce qu'il y a eu de l'actu aujourd'hui, à Rennes notamment. C'est mieux les lundis à la Ligue 1. Hein. Ah bah oui, les lundis qui suivent les semaines internationales. C'est dur. Hein. Oh mon Dieu, quel ennui. Ah bah, moi je raconte les coulisses de l'émission, c'est très simple. C'est-à-dire que Daniel, après une journée de Ligue 1, c'est 15 idées, plein de mails. On va plutôt faire ci, plutôt faire ça. Équipe de France. Équipe de France, rien, jusqu'à 22h. On a dit trancher, c'est ça et encore. Équipe de France, franchement, lundi dernier, limite j'avais oublié qu'il y a l'after. J'étais endormi toute la journée. J'étais oh merde Jean-Louis, oh merde. On sait bien, t'inquiète pas. C'était. Alors, non, là c'est. Du coup, on est très inspiré aujourd'hui pour les avis tranchés, notamment. Daniel, tu parleras de Nabil Fekir, Pierre de Cavani et du match du PSG à Dijon. J'avais eu comme idée Nabil Fekir aussi, mais comme Daniel a été plus prompt. Ah oui, bah là, voilà. C'est l'ancienneté là. Ah non, il est. La priorité, malheureusement. Surtout, il l'avait trouvé avant. Apparemment. On peut échanger. Non, ça va aller. Non, mais je vais t'emmener Cavani. Je vais t'emmener un peu sur. Cavani, c'est un prétexte. On va parler d'autre chose après sur le PSG. Et puis le foot européen, plein de choses au programme. José Mourinho, ce sera l'avis tranché de Philippe Auclair sur le jeu ou le non-jeu de José Mourinho vu ce week-end avec Manchester United. David Lorto, ne ratez pas ça, veut nous parler de l'arbitrage vidéo. Pour lui, c'est une réussite. Et oui, dans l'after, il faut être solide pour arriver en disant que l'arbitrage vidéo est une réussite. En tout cas, c'est le cas en Bundesliga. Et puis, on parlera de Naples, d'Atlético Barça avec Fred Hermel également. Mais tout de suite, l'actu, avant le premier avis tranché, l'actu nous emmène à Rennes. Jingle Stade Rennais. Elle a mis du temps à arriver, Salma, mais elle est là. Voilà. C'est pas le temps de le dire, j'aime le Stade Rennais. C'est parce qu'elle vient plus. Ah oui, parce qu'elle n'est plus vraiment présente dans l'environnement, c'est pour ça. Quoi. Et oui. C'est pour ça qu'elle a mis du temps à arriver. Quelle belle journée à Rennes, n'est-ce pas? Exactement, belle journée. Faisait-il beau comme sur toute la France? Écoute, Xavier Grimaud a vécu cette journée de l'intérieur et il est avec nous, notre correspondant. Salut Xavier. Salut Jean-Louis, bonsoir messieurs. Pleuvait-il en Bretagne? Jean-Louis. Non, il faisait beau, mais il y avait, je ne sais pas si vous avez vu ces images pour le point météo, le fameux ciel jaune avec le sable du Sahara qui arrive par la tempête. Donc il y avait un temps un peu crépusculaire, un peu apocalyptique sur Rennes. De circonstances. De toute façon, tu sais bien qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Exactement, sûr, comme dit la formule. Ouais. Voilà. Alors, on a vécu une journée effectivement lunaire, Alors Jean-Louis, Xavier, faut bien le dire. Alors, rappelons quand même déjà ce qui s'est passé avant cette journée. Rennes qui perd le derby face à Guingamp ce week-end 2-0. Un de plus. Un de plus, effectivement. Une gifle de plus infligée par Guingamp. De derby ou de derby tu parles. Ouais. Avec en plus une image très compliquée laissée par le Stade Rennais. Ça fait un moment que ça ne gagne pas. Grosse difficulté donc dans le jeu pour Christian Gourcuff, l'entraîneur. Et aujourd'hui, séance d'entraînement bouleversée par certaines infos qui sortent. Mais finalement, toi qui étais à la séance, Xavier, rien ne laissait paraître de tels bouleversements. Non, exactement. Alors, pour vous faire la petite carte postale, l'entraînement était prévu à 16h. Alors déjà, c'était particulier parce que après le fiasco du derby, le Stade Rennais s'attendait à d'éventuels débordements de la part des supporters. Donc, il y avait un service de sécurité qui était là, une dizaine de personnes qui filtraient les entrées à l'entrée du centre d'entraînement. Il y avait un véhicule de police également qui tournait autour du centre d'entraînement. Donc, ambiance évidemment pas vraiment sereine. À 16h, Christian Gourcuff a récupéré ses troupes pour l'entraînement de reprise. C'est juste quelques minutes après 16h que les premières infos tombent disant que René Ruello est évincé de la présidence et que Christian Gourcuff serait évincé du poste d'entraîneur. On attend donc de voir si Gourcuff va diriger l'entraînement. Séance vidéo, visiblement vers 16h45. Christian Gourcuff arrive sur la pelouse, voilà, souriant, il plaisante avec ses adjoints, il fait même un footing autour du terrain avec ses joueurs, donc visiblement pas du tout au courant, lui qui déteste les réseaux sociaux et qui a certainement pas de push sur son téléphone, il ne devait pas être au courant de ce qui se tramait. Peut-être pas de téléphone d'ailleurs. L'image la plus étonnante, 17h45, René Ruello lui-même, donc qui n'était visiblement plus le président du Stade Rennais, arrive dans sa belle berline, il descend, les journalistes évidemment présents, on lui pose la question, et il répond... On peut l'écouter, Xavier.
Un peu incroyable, écoutons-le. On peut l'écouter, tendez un peu l'oreille. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'il a comme berline. Alors il va nous le dire juste après, mais d'abord on l'écoute. Et tendez bien l'oreille, René Ruello, donc, qui est toujours le président. Ça doit être tout délégué. En finesse et en délicatesse avec Ruello. Non, on lui demande juste des nouvelles, des infos. Vous pouvez me poser une question. Je viens d'avoir François Pinault tout de suite, là, il y a 2 secondes. Il me dit je suis pas au courant. Ben, je vais dire, attendez, il n'y a aucun problème. Voilà, François Pinault n'est pas au courant à ce moment-là, donc lui, pourquoi il quitterait sa place, quoi. Exactement. Alors la berline, c'est une Audi, Daniel. Pas mal. Voilà, tu as ta réponse. C'est un homme de goût. François Pinault, l'actionnaire, n'est pas au courant que son président est évincé. Donc bon, évidemment, on ne comprend pas. Finalement, les infos remontent et on comprend mieux parce que c'est François-Henri Pinault, le fils du propriétaire, mais qui dirige concrètement le club, qui prend les rênes du club concrètement, qui a bien rencontré Olivier Létang ce matin à Londres. Et il a oublié de téléphoner à papa. Exactement. Alors, est-ce que René Ruello est revenu nous voir ensuite en disant François Pinault m'a dit qu'il me rappelait ce soir. Mais c'est vrai, je suis viré. Donc non, mais visiblement il était de bonne foi, la façon dont il disait, même si René Ruello, bon, ça lui arrive de dire des mensonges, on va pas pour le dire gentiment, mais il semblait effectivement de bonne foi. François Pinault lui avait sans doute dit qu'il n'était pas au courant, mais dans les faits, François-Henri Pinault, le fils, avait bien évincé René Ruello. Alors la suite, Christian Gourcuff, c'est un petit peu plus flou, mais visiblement il sauterait. Olivier Létang, on parle de plusieurs noms, on parle de Christophe Galtier, notamment la piste la plus chaude. Christophe Galtier qui a été joint par Breaking Foot, notamment à l'émission de nos collègues d'SFR, qui a dit qu'il n'était pas au courant, que ce n'était pas du tout d'actualité. À voir. Demain, ce qui est sûr, Jean-Louis, c'est qu'il y a un conseil d'administration au club. Il était prévu de longue date, c'est pas un conseil d'administration extraordinaire. Mais forcément, on imagine que l'ordre du jour va être bouleversé pour qu'Olivier Létang prenne les rênes du club et sans doute Christian Gourcuff quitte son poste d'entraîneur. Demain, il y a un entraînement à 10h à la Piverdière à huis clos. On imagine mal Christian Gourcuff le diriger avec tout ce qu'il dit. Donc ce sera évidemment la première réponse demain matin. Merci Xavier pour toutes ces infos. Évidemment, on retrouve ça sur rmcsport.fr. Daniel, Pierre. C'est inenvisageable que Olivier Létang arrive et que Christian Gourcuff reste ? Il restera le temps qu'un entraîneur soit trouvé. Mais est-ce que ça se trouve pas très facilement? Est-ce que c'est inenvisageable que Christian Gourcuff reste plus longtemps? Je crois pas. À partir du moment où ils changent tout, ils vont tout couper. Ouais. Ils vont couper les deux têtes. D'ailleurs, pour commencer, je trouve que l'idée, à partir du moment où tu dois vraiment changer les choses et que tu es dans le cadre d'une présidence déléguée comme ça, puisque c'est pas le vrai patron, Ruello, je trouve ça plutôt bien que s'il faut faire sauter, il faut sauter les deux. Parce que mais Ruello avait souvent lié son sort à celui de Gourcuff. Exactement, mais parce que Gourcuff était l'homme de Ruello. Voilà. Ruello, en revenant au club, puisqu'il avait déjà été, voulait absolument que l'histoire finisse par aller au bout avec Gourcuff, parce que c'était une sorte d'histoire inachevée. Et finalement, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché et ça devait mal se finir. Et ça, c'est mal fini. On le pressentait depuis plusieurs semaines maintenant. Et Rennes change à nouveau de président, d'entraîneur. Je me demande s'ils ne sont pas dans le trio de tête avec Marseille et le PSG, pas sur les dernières années, mais sur les 20 dernières peut-être. Au niveau du changement d'entraîneur et de présidence, je pense que le Rennes ne doit pas être loin. Il faut dire que le grand patron, donc la famille Pinault, parce que c'était peut-être le père, le boss à une époque, et maintenant ça semble être le fils, mais il s'est quand même gratiné au niveau des choix. Moi, je l'ai dit maintes fois dans l'after, mais des gens qui ont à ce point réussi dans leur domaine d'activité, que dans le foot, ils aient pu à ce point et en permanence se ramasser la tronche en faisant des mauvais choix. Parce qu'ils n'ont pas choisi les bonnes personnes. Exactement, mais quand tu as... Mais quand tu te trompes une fois ou deux, c'est marrant, tu vois, sur 20 ans, à un moment, tu es capable de rectifier. Des gens qui, en plus... la famille toujours attirée par les belles choses, au-delà de leur réussite dans les affaires. À côté, on sait tout ce qui est fait. Que à ce point dans le foot, il n'ait jamais réussi à trouver les bonnes personnes, à développer une belle politique sportive qui soit en phase avec le nom et avec cette famille-là. Moi, je suis assez sidéré. Donc, ils vont encore tout changer. Je sais même pas qui. Les derniers présidents de Rennes, de Saint-Cernin, Blaillot. Qui on a eu encore QF à une époque, ils en ont fait des films, mais il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre. Ils étaient tous mauvais. Si, j'ai oublié Patrick Lelay. Ah oui, voilà, je cherchais qui était là avant Ruello. En plus, il prenait des gens qui, dans leur domaine,
avaient également très bien réussi. Ouais, mais très bien réussi. Ouais, mais c'est là le problème, c'est dans leur domaine. Ils venaient pas du football. Oui. Et t'as une connaissance du jeu à avoir pour choisir les bonnes personnes. Je suis d'accord, Pierre, c'est vrai. C'est un problème. Et donc comment tu veux choisir la bonne personne si tu ne sais pas les compétences qu'il lui faut? Et donc des hommes par ailleurs brillants, intelligents et qui venaient se bananer la tronche à Rennes, tous ils sont arrivés avec de bonnes intentions, avec des projets apparemment bien ficelés, montés. À chaque fois on nous vendait les projets qui devaient toucher la formation, parce qu'à Rennes à une époque ça a été quelque chose d'important. Et alors, rien ne s'est jamais ce que passé. Tu dis, Daniel, il y a toujours notre bon petit Frédéric de Saint-Cernin qui fonctionne bien. Verratti, pour 11 millions, Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18. Voilà. Bon, tu peux enchaîner avec Patrick Lelay. Paul, il va nous trouver ça en 2 secondes. On le retrouve. Le Barca. Évidemment, mais ne le dis pas à Pierre, il ne sait pas. Je peux lui faire des petits cadeaux à Pierre. Il est nouveau dans l'after. On va le retrouver. Il est nouveau dans l'after un petit. Quand tu as 2 Saint-Cernin que tu enchaînes, voilà. Avec des petits mots et des petites phrases, tu comprends plein de choses. Tu comprends plein de choses. Alors, donc maintenant, Olivier Létang, très bien. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, même quand on est journaliste, puisqu'il a des rapports avec les journalistes, moi compris, je dois le dire aussi. Il venait de signer dans une grosse boîte d'agents anglaise. Ouais. Donc on surveillera les joueurs qui vont signer à Rennes. Enfin, à mon avis, d'abord, il va falloir qu'il en liquide. Ouais, il y en a déjà beaucoup de joueurs. Parce qu'il y en a beaucoup qu'il faut déjà liquider et qui vont être durs à liquider. Et ensuite, alors pour le ticket coach, si c'est Galtier, je suis très surpris. Parce que ça ne correspond pas à la vision du football, à l'idée du football et à la façon qu'il a de parler football dans l'intimité. Les infos du moment, c'est pas forcément Galtier. Non. Ça ne correspond pas. Olivier Létang, c'est un amoureux du jeu, c'est un amoureux de Cruyff. Son joueur préféré au PSG, c'est Thiago Motta, grande époque. Voilà. C'est-à-dire, qui peut correspondre à ça? C'est l'organisation, Qui peut correspondre à ça alors? Après, il va falloir voir qui y a sur le marché. C'est pas facile. Je dirais que parmi les Français qui sont sur le marché, Puel correspond plus à ses goûts que Galtier. Ça, c'est sûr. On verra ça. Puel coûte cher aujourd'hui, donc bon. Puel coûte cher, mais à un moment, Puel il bosse pas. Donc peut-être dans ces cas-là, tu revois tes prétentions dans ces cas-là. Tiens, on l'a le Patrick Lelay. On y va. Des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barça, des équipes qui savent surmonter l'adversité. Le Barça. Et ce qui est beau, c'est qu'il dit quand même le Real de Madrid dedans, mais ça passe complètement inaperçu, quoi. C'est secondaire à côté. Excuse-moi, mais le Real de Madrid, c'est presque pas grave. Ça passe, c'est rien. C'est limite juste rien. Le club le plus connu du monde. Voilà. Mais pas pour Patrick. Voilà pour Rennes, pour les infos du jour. Tout le monde savait, enfin tous ceux qui ont. Patrick Lelay n'a jamais rien compris au football. Tout le monde le savait. Là, effectivement, comme tu l'as dit, allez, avant le premier étranger, on fait le tour de nos directs et on commence par la Ligue 2. Lorient-Niort, on atteint le dernier quart d'heure désormais de cette rencontre et Benjamin Ramagé est là pour suivre cette rencontre. Salut Benji. Salut l'after, salut tout le monde. Salut Benjamin. 74 minutes de jeu au Moustoir, toujours 0-0 dans un triste match entre Lorient et Niort. Un triste match sauvé il y a un instant à la 73e par un coup franc de Romain Grange parfaitement tiré. Un coup franc qui échoue sur la barre transversale du gardien lorientais Petkovic. On n'a pas vu grand chose et Lorient doit même être mené logiquement puisqu'il y a eu un but refusé avec un hors-jeu imaginaire à la 38e minute de Doda Endo. 0-0, on se dirige vers un 4e match en victoire pour Michael Landreau et le FC Lorient. Il reste un quart d'heure à jouer. Merci Benji. À l'étranger, Leicester et West Brom sont à égalité 0-0 à une demi-heure de la fin. Le Celta Vigo mène 3-0 sur le terrain de Las Palmas. Et il y a du basket. Gravelines Dunkerque, Paula Cortez, c'est la 5e journée de Pro A. Timothée Mémon suit cette rencontre. Salut Timothée. Salut l'after, salut à tous. Et c'est très chaud pour ce Money Time avec 4 petits points d'avance en faveur de qui? De Gravelines qui est revenu de très loin, qui était mené de 12 points à la mi-temps. 4 points d'avance en faveur donc de Gravelines face à Paula qui reste 2 minutes à jouer. Très bien, merci Timothée, on revient vers toi à la fin de la rencontre. Premier avis tranché de la soirée, celui de Pierre Ducrot. Eh oui, c'est moi le père du Grasse. Je vais vous montrer comment je prépare la bonne gerboulade d'escalade. Gerboulade. Père du Grasse, les bons produits comme à l'ancienne.
Ah, je l'attendais depuis longtemps, voilà, ton jingle. Voilà. Exactement. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre la vraie. Les pubs, on peut pas. Et oui. Ah ouais, dommage. Non, mais celle-là est plus savoureuse. Donc on a pris la parodie du père du Cros. Elle est mieux. Alors, Pierre, après le père du Cras. Après t'être vu recalé sur Fekir, tu t'es dit, je vais m'attaquer au PSG après ce Dijon PSG. Victoire du PSG 2-1. Et toi, tu veux parler du poste de 9. Alors c'est un prétexte. Voilà, je vais l'avouer tout de suite d'entrée parce que je vais pas jouer un double jeu. Je vais en parler un petit peu de Cavani, mais c'est aussi pour arriver tout doucement à la compo qui a été proposée par Unai Emery et plus largement sur son apport depuis qu'il est au PSG. Cavani, c'est bien sûr parce que Mbappé a été mis à ce poste de numéro 9 samedi soir ou samedi après-midi même. On a la certitude que quand Cavani va manquer, on n'a pas de numéro 9 capable de jouer dans un 4-3-3 tout seul devant comme ça. Mbappé, c'est pas fait réellement pour lui. Il l'a lui-même déclaré. Je pense qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il joue devant comme ça dans l'axe s'il y a quelqu'un à côté de lui. Ce qui pose quand même un petit souci, c'est que si Cavani est out à un moment donné, au Paris Saint-Germain aujourd'hui, on n'a pas de vrai buteur. Ça veut dire qu'il faudra changer de système ou alors il faudra s'adapter autrement. Mais moi, je vois pas un Mbappé aujourd'hui jouer tout seul devant. Pourtant, ce sera forcément la solution de rechange. Ça sera la solution de rechange. Il n'y en a pas d'autre. Mais c'est un peu fou parce que finalement, avec l'énorme mercato que tu as fait, et c'est là où je voulais un petit peu en venir, c'est que dès qu'il va te manquer un ou deux joueurs clés, tu peux être très très vite, alors pas dans l'embarras, parce qu'en Ligue 1, ça passera toujours. La preuve avec un match plutôt médiocre, mais maîtrisé quand même à la fin et les 3 points sont tombés. Ça va passer à chaque fois. Mais s'il te manque ces joueurs-là, les jours clés, notamment en Ligue des Champions, ça va devenir plus compliqué. Je pense à Cavani. Je pense très clairement au milieu de terrain sentinelle, où on a vu Adrien Rabiot évoluer à la place de Thiago Motta, mais si Thiago Motta n'est pas très en forme, et là pour les gros matchs ce sera pas du tout le même rendu avec Adrien Rabiot à ce poste-là. Alors moi je peux entendre Unai Emery qui me dit qu'il progresse en ce moment à ce poste-là, qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre les deux. J'y crois très moyennement, voilà, pour être honnête. Mais bon, après tout, s'il le dit, c'est lui qui est à l'intérieur, il doit avoir raison, mais j'y crois moyennement. Donc voilà, j'en viens à cette composition où d'un seul coup, avec 2 joueurs en moins, tu t'es obligé de composer. Et alors en plus, après une trêve internationale où t'attends pas mal de turnover et où finalement il y en a quasiment pas. T'as pas un Lo Celso qui joue au milieu alors que ça aurait été plutôt le bon moment, je pense. T'as pas Nkunku qui va jouer au milieu pareil à la place d'un Draxler ou d'un Alves qui arrive là au milieu parachuté un peu n'importe comment. Voilà. Et puis on l'a vu. Ça on savait que ça allait se faire. Ouais, mais c'était je suis quasi pas sûr. annoncé depuis un petit bout de temps. Maintenant, pour le reste, je suis d'accord. Tu sais ce qui m'embête, Alves, c'est que à la Juve, il a été très très bien géré l'année dernière. En ce moment, on n'est pas en train de le gérer au PSG. Et les matchs clés du PSG, c'est pas maintenant contre Dijon. Avec tout le respect qu'on a pour Dijon, ça va être au mois de mars, ça va être au mois d'avril. Et ces jours-là, il faut les gérer. Neymar, après son retour, et même Di Maria d'ailleurs, qui a pas beaucoup joué avec le PSG, mais qui a eu une trêve internationale chargée. Je suis pas persuadé que tu pouvais pas mettre un Lucas, par exemple, sur un des deux côtés. Parce que Lucas, là, tu le perds complètement si tu le fais pas jouer là contre Dijon. Besoin de jouer. Ouais, besoin de jouer, mais avec le voyage, avec la fête après la qualif, etc. Bon, voilà. Alors Di Maria peut-être, mais au moins moi je pense que tu mets Neymar aujourd'hui sur le banc. Est-ce que Emery peut mettre Neymar sur le banc le jour où Neymar lui dit non, moi je suis en forme et je veux jouer? Ça je pense pas, mais ça c'est comme Ronaldo, Messi, il y a aucun entraîneur qui est libre face à ce genre de mec. C'est un autre souci. Il y en aura aucun. Maintenant, si on reprend point par point, je suis quasi d'accord sur tout, mais j'aimerais compléter. Que Mbappé soit pas un 9, on le sait. Qu'il puisse progresser dans un rôle de buteur, il n'y a pas de raison. On lui souhaite. Maintenant, dans cette prestation d'ensemble que j'ai trouvée très mauvaise, Di Maria a évidemment été mauvais comme beaucoup d'autres. Maintenant, il fait 2 passes décisives. Oui. Normalement. Comme il a souvent fait la saison passée. Normalement, aussi, au final, c'est 2 passes décisives. Ouais. Sauf que Mbappé l'aimait pas. Moi, je veux pas taper sur Mbappé. Non. On a vu que quand il joue sur le côté, il est décisif sur la passe, la dernière passe dans les arrêts de jeu pour le 2e but. Et puis on sait que ses qualités, elles s'expriment ailleurs qu'en 9. Ce que ça démontre plutôt, ces 3 ratés, parce qu'il y en a 3 qui sont vraiment de vrais gros ratés, c'est que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le rôle de 9, c'est pas facile. Non. Et que Cavani est un joueur extraordinaire. Et ça, en France, on est encore, je crois, le seul pays au monde qui doute des qualités extraordinaires de ce joueur-là. Si Cavani rate la moitié de Zokas qu'a raté Mbappé, on a un paquet d'experts devant la télé et de non-experts, plutôt d'experts dans le poste et de non-experts devant,
qui le fustige et qui en parle comme du dernier des derniers. Voilà. Là, ça montre peut-être qu'effectivement, neuf, c'est un métier. Et qu'il est indispensable. On a certains au début de l'année, quand Neymar et Mbappé sont arrivés, qui voyaient déjà Cavani sur le banc, il n'y a pas de problème parce que tu fais la saison avec 11 mecs et que des mecs comme ça, t'en trouves à tous les coins de rue. Exactement. Donc si ça pouvait juste faire comprendre 2-3 trucs à ceux qui sont devant la télé et qui parlent souvent sans savoir, ce serait pas mal, notamment concernant Cavani. Après, pour le reste, moi je suis d'accord avec toi que je ne comprends pas pourquoi sur un match comme ça, Lo Celso démarre pas. Ouais, moi je comprends. Moi, il y a un seul truc qui me fait un peu peur, qui commence à me faire un peu peur chez Emery, c'est cette gestion des statuts des mecs. Bah oui, parce que à un moment, il devient trop gentil. Il devient trop gentil. À force d'attendre et de dire, en gros, on a compris quelle était sa politique. Moi, je gère le terrain. Le reste, c'est pas à moi, c'est au directeur sportif de le gérer. S'il faut taper du poing sur la table. Mais lui, à un moment, son autorité, elle va devoir être plus marquée. Mais d'autant que tu as l'impression qu'il fait parfois son équipe ou ses choix en se disant qui est le plus facile à mettre sur le banc. Ah bah c'est Lo Celso, ah bah c'est Nkunku. Ça, je suis pas encore sûr de ça. Ah oui. Alors parce que l'année dernière, Nkunku a joué plus que maintenant. Et dans la config de l'année dernière, Lo Celso aurait plus joué, par exemple. C'est pour ça que je ne comprends pas trop. Parce que l'année dernière, rappelle-toi, dans la première partie de saison, il y a eu beaucoup de turnover. Mais lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit peut-être? Il dit, quand je l'ai fait ça, finalement, ça nous a coûté le titre. Parce que le titre, il le perd sur la première partie de saison. Et c'était mon dernier point. Il le perd sur la première partie de saison. Il tournait beaucoup. C'est que Unai Emery, depuis qu'il est arrivé, on en a parlé dans Team Duga aussi tout à l'heure, je ne vais pas mettre en cause les compétences d'Emery parce qu'il a démontré ailleurs que quand il coach dans son style, à lui, qu'on lui a reconnu en Espagne notamment, ça marche. Il a essayé de le faire pendant 5 mois au Paris Saint-Germain. Ça n'a pas marché. Il n'a pas continué, il n'a pas réussi à sur la deuxième partie de saison, il y a eu beaucoup de matchs qui ont correspondu à son style. Oh, pas tant que ça. À la deuxième partie de saison, il y a contre le Barça. Non mais même sur la deuxième partie de saison, il y a beaucoup de points pris et même encore aujourd'hui, le bilan est fantastique. C'est parce que tu reviens à un style de jeu qui est celui du Paris Saint-Germain les 2 années précédentes, avec beaucoup de possession. Le match contre Monaco en finale de la Coupe de la Ligue, il est vraiment dans ce qu'il veut faire. C'est ça, t'as 2 matchs. Mais le problème, Monaco et le Barça. Le problème, Pierre, c'est qu'il ne peut pas faire ce que lui il a envie. Mais non, mais c'est pas la question. Tu peux pas le faire en Ligue 1. Ça peut pas coller en Ligue 1. En Ligue 1, il a tout le temps le ballon. Il est obligé de s'adapter. Alors, on en revient à une question. Est-ce que Emery est vraiment utile au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est le coach qui correspondait vraiment aux besoins du Paris Saint-Germain? Ça, on le verra en Ligue des Champions. Parce que, en fait, en Ligue 1, tu peux changer de style de jeu comme ça le jour en Ligue des Champions. C'est la grande question. C'est la grande question. Moi, je pense qu'avec Blanc, qui n'avait qu'un seul système, on a vu au bout d'un moment les limites. Il avait le 3-5-2 aussi. C'est dur, mais tu l'as fait à l'aller contre le Barça, par exemple. Et lui, alors attends, Daniel, on va reprendre sur le PSG dans un instant avec Sofiane en plus au 32-7. Il faut qu'on s'interrompe une seconde. Juste avant, le score rapidement entre Lorient et Niort. Benjamin Ramagé, la Ligue 2. Il reste 7 minutes, toujours 0-0 entre Lorient et Niort. Et la fin du match entre Gravelines Dunkerque et Paula Cortez, la proie, le basket, Timothée Mémon. Il aura fallu attendre la 5e journée, mais Gravelines s'impose enfin. Première victoire cette saison pour Gravelines, 65-57 contre Pau, qui a dominé la rencontre et qui a peut-être cru que ce serait trop facile. Belle réaction d'orgueil pour les anciens coéquipiers de DJ Cooper, qui a lâché le club en disant qu'ils étaient trop mauvais. Et bien voilà, ils ont prouvé qu'ils ne l'étaient pas tant que ça. Victoire de Gravelines face à Pau, 65-57. Merci Timothée. Dans un instant, Sofiane au 32-16 sur le PSG, l'avis tranché de Daniel sur Nabil Fekir. À tout de suite dans l'after.